Les gens sont très conscients qu'on ne peut pas rester dans un contexte comme on est aujourd'hui, avec les changements climatiques, avec la crise climatique, on ne peut pas garder tout le monde dans les voitures. Ce que le REM a fait, c'est de nous pousser à repenser, mais dans un esprit vraiment de rabattement pour augmenter la rapidité de déplacement en couronne. Le REM, c'est 67 km. C'est 26 stations. C'est un tout premier métro léger automatisé ici au Québec, à Montréal. Dans ce balado, on vous donne accès aux coulisses de ce grand projet et au moment historique de sa mise en service. Je m'appelle Jean-Vincent Lacroix, je suis directeur des communications chez CDPQ Infra, mais avant tout un grand passionné de transport et d'infrastructure. Bienvenue à Prochaine Station. Aujourd'hui, à Prochaine Station, on fait un bond en arrière. On revient dans les coulisses du moment où on a dessiné pour la toute première fois le réseau express métropolitain pour comprendre un peu comment ça s'est décidé tout ça. En deuxième partie d'émission, on va parler des connexions REM parce que c'est important le REM, c'est 67 km, c'est un vaste réseau, mais il faut qu'il y ait des connexions, il faut qu'il y ait des trajets d'autobus qui viennent desservir des usagers. Et pour ce faire, on va en parler avec Marie-Hélène Cloutier, qui est directrice exécutive engagement client partenaire et innovation en mobilité chez EXO. Mais en première partie d'émission, je l'ai dit, on va rentrer dans les coulisses du projet avec quelqu'un qui est passionné de transport collectif, Denis Handloer. Denis est dans le transport collectif depuis qu'il a 17 ans. Il a travaillé sur des grands opérateurs sur la scène mondiale, comme par exemple Keolis, mais aussi des opérateurs ici au Québec, comme le réseau de la capitale, Orléans Express. Denis, la première question, puis ça peut sembler simple, mais c'est la base. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans le transport collectif depuis aussi longtemps? Bon, on ne reste pas 40 ans dans un domaine si on n'est pas passionné, Jean-Vincent. Mais au-delà de la passion, il y a aussi le sens que j'y trouve. C'est une industrie, le transport collectif, qui permet aux gens de se déplacer, parce que c'est ça la raison d'être du transport collectif, c'est de se déplacer, mais c'est pour se déplacer pour l'école, donc la formation, la compétence, se déplacer pour le travail, se déplacer pour la santé, se déplacer pour des rencontres sociales avec nos amis. Ça donne la possibilité à tout le monde, de manière équitable, de se déplacer. Sans déplacement, il ne se passe rien. Tu te souviens, quand pendant la pandémie, était condamné à rester chez nous, là, ça a été épouvantable pour tout le monde. Ça montre bien que cette mobilité-là, l'humain, il est fait pour bouger. Et je trouve que le transport collectif, il permet cette égalité des chances. Il permet à tout le monde d'aller là où il a besoin d'aller. Donc ça a été, dans mes valeurs fondamentales, ça me rejoint totalement. Mais depuis quelques années, se rajoute là-dessus les changements climatiques. Le transport collectif, c'est une solution, c'est la solution pour que la planète reste vivable pour nos enfants, nos petits-enfants. Puis là, tu as fait ton arrivée chez CDPQ Infra, je pense autour de 2016 ans. Oui, 2015. 2015, en fait, juillet okay. 2015, oui. J'étais un des premiers employés de CDPQ Infra. Puis je veux revenir là-dessus. Je l'ai dit en introduction qu'on faisait un bond en arrière parce que c'est intéressant un peu pour revenir en coulisses, comment tout ça s'est dessiné. Parce qu'en 2015, je regarde les premiers communiqués de presse. Quand on parle du mandat qui avait été donné, il y avait 2 projets. Exact. Il y avait un sur la Rive-Sud, il y en avait un pour l'aéroport. On est parti en 2015 avec ça. En 2005, on arrive avec un grand projet intégré, le REM. Comment tout ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en coulisses pour arriver à cette solution? Ça a été toute une aventure. Puis on n'aura pas le temps de la balado pour la raconter au complet, mais quand même, je pense que les besoins étaient identifiés depuis des décennies. C'est le besoin d'aller desservir la Rive-Sud à travers le pont Champlain, l'ancien pont Champlain, jusqu'à l'échangeur d'Istran. C'est quelque chose qui était dans les cartons depuis des décennies, pour ne pas dire plus de 40 ans, parce que c'est ça la réalité. C'est vrai. Donc le besoin était clairement identifié sur la Rive-Sud. Le besoin vers l'aéroport aussi, dans toutes les grandes villes, on a un lien rapide de transport collectif efficace qui permet d'amener les gens de l'aéroport vers le centre-ville. Donc les 2 besoins étaient clairement identifiés. Ce qui n'avait pas été fait, c'est la réalisation. Parce qu'il y a un écart très important entre l'idée d'un projet et sa concrétisation réelle, pragmatique, finançable, qui fonctionne. Très difficile de passer du trait de crayon à la réalisation. Donc, comment on est passé de ce trait de crayon, de ces 2 traits de crayon, parce qu'il y en avait un vers la Rive-Sud, puis un vers l'Ouest, au REM? Ça s'est fait de manière assez... Je pense que ça vaut la peine de raconter l'anecdote, là. On a fini par, devant les 2 besoins identifiés, on voyait bien qu'il y avait probablement moyen, dans une certaine façon, de faire de la synergie entre les 2 projets.
ça a été un peu la prémisse du projet du REM. C'est-à-dire, au lieu de faire 2 projets, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça de manière plus intégrée pour optimiser le centre d'entretien, pour optimiser le centre de contrôle, pour avoir le même genre de train, le même genre de rame de métro. Et c'est réellement autour d'une table. On n'était vraiment pas nombreux. Je pense qu'on était 3 ou 4 personnes. On essaie de trouver un moyen d'aller vers le centre-ville. Arriver vers le centre-ville à Montréal, c'est un vrai défi. Et une des premières pistes qu'on a dit, pourquoi on n'utiliserait pas des voies ferroviaires existantes ou des emprises qui existent pour éviter d'être trop intrusif dans le milieu urbain qui est densément bâti à Montréal. Donc le trait de la rive sud vers le centre-ville a été assez facile au début. Quand on part de la rive sud, on se dit, il y a le pont. On est au milieu de l'autoroute 10, on traverse le pont. Et ensuite, là, ça se complique un petit peu. Comment on fait? Et pourquoi on n'irait pas vers la gare centrale? On utiliserait l'infrastructure qui existe, qui est le viaduc du Sud, qui est assez imposante, mais qui existe. Ce serait une bonne idée, ça, d'aller à la gare centrale. OK, mais si on va à la gare centrale, comment on fait ensuite? Et l'idée de l'aéroport, c'était plutôt de dire... Au début, l'idée, c'était de passer par l'échangeur Turco. Oui. À ce moment-là, l'échangeur Turco était en plein travaux. Et donc, utiliser cette emprise à court terme, c'était difficilement envisageable. Il y avait bien des enjeux technologiques. Et on s'est dit, peut-être que la meilleure solution, si on veut faire quelque chose à court terme, au lieu d'aller par le sud, on y va par le nord. Et par le nord, il y a des lignes de train qui passent par là. Il y a notamment la ligne de train de Deux-Montagnes qui traverse le tunnel et qui va aussi à la gare centrale. Donc là, on s'est dit, on a peut-être quelque chose là, on a peut-être une clé. Et en traçant ces traits, et là, on est effectivement à la période où on trace des traits, et ça, tout le monde peut le faire. Oui. Mais quand même, on a tracé ces traits, et on a fini par dire, si on passe par le nord, alors on peut aller un peu plus loin que l'aéroport. On peut profiter pour aller desservir l'ouest de Montréal, qui est très mal desservi en transport collectif. C'est très compliqué de venir sur la métropolitaine. Et donc, on a étiré ce trait-là jusqu'à Sainte-Anne-de-Bellevue. On a eu finalement l'idée de réutiliser la ligne de Deux-Montagnes. Et tranquillement, autour de cette table, autour de ce plan, est arrivé le projet du REM. C'est quand même incroyable. Oui. Puis ça a ouvert un monde de possibilités parce que tu l'as dit, le tunnel du Montréal finit par être un peu au cœur du projet. Exact. Ça devient une ouverture vers le nord, vers l'ouest. Oui. Quand on regarde ça, ce plan-là, c'est le début, mais après ça, j'imagine qu'on faut faire les analyses. Là, on pousse la réflexion. Absolument, absolument. Il faut être bien humble. Quand on trace des traits, on n'a encore rien fait quand on a tracé des traits. Tout le travail derrière d'analyse, de compréhension, d'études détaillées, d'implantation, chaque poteau, on vérifie si on est capable de le poser à la bonne place. Donc, ça va aussi loin que ça. Donc, ça prend vraiment plusieurs mois avant qu'on passe de l'idée à une concrétisation d'un projet qu'on appelle le projet de référence, qui est donc devenu le REM. Donc, une fois qu'on a fait ces premiers, qu'on a fait les analyses, ultimement, le succès du transport, c'est l'utilisation par les gens. Exact. Donc, tu es un expert, tu es un utilisateur du transport. Pour toi, c'est quoi un peu la recette gagnante? Comment on fait quand on dessine, on fait tous ces travaux-là, on investit des milliards? Comment on a nos polices d'assurance pour se dire cette recette-là, ce choix-là va fonctionner, les gens vont l'utiliser? C'est ça. Tu viens de finir la phrase avec « les gens vont l'utiliser ». Le plus grand défi dans le transport collectif, c'est d'aller non pas chercher des gens dans un autobus quand ils sont déjà là, c'est de les sortir de leur automobile. C'est un vrai défi. Sortir quelqu'un de son auto dans laquelle il est confortablement installé, climatisé, il écoute la musique qu'il veut, avec le parfum qu'il veut, il prend les chemins qu'il veut, il part à l'heure qu'il veut. Cette grande souplesse, cette grande flexibilité de ce transport-là, c'est un vrai défi d'offrir quelque chose qui est mieux que ça, ou qui vient là à côté. Il n'y a pas une recette miracle, Jean-Vincent. Mais il y a quelques pistes, il y a je pense, quelques variables qui sont fondamentales. Ça prend d'abord un système qui est une véritable alternative à la voiture. Ça veut dire quoi, une véritable alternative? Ça veut dire il faut que ce soit rapide, au moins aussi rapide que la voiture. C'est difficile quand on fait plusieurs arrêts avec un transport collectif. Donc, il faut que ce soit rapide. Il faut qu'il y ait une grande amplitude. C'est pas juste de 6 heures du matin à 15 heures. Il faut que ce soit des grandes amplitudes pour que l'ensemble des besoins de transport soient couverts. Pas juste du lundi au vendredi. Il faut que ce soit 7 jours sur 7. Pour que l'idée derrière la logique de dire est-ce que ça vaudrait la peine que je prenne le transport collectif? Ah, mais non, il ne fonctionne pas aujourd'hui. C'est fini, on vient de l'échapper, ce client-là. Il va rester dans sa voiture. Donc l'amplitude. Le troisième, c'est la fréquence. On ne peut pas avoir un service qui passe toutes les heures
quand on veut déplacer beaucoup de monde d'un seul coup, parce qu'à toutes les heures, quand on le rate, c'est long d'attendre 1 heure pour avoir le suivant. Donc, on perd le réflexe. Avec une fréquence de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ben là, on est dans une logique où, ben, si j'en perds un, c'est pas grave. Je continue à regarder mon Facebook, puis je prends le suivant. C'est fréquence, amplitude, vitesse, confort, évidemment. Il faut que ce soit confortable à bord. Moi, je pense que c'est les 4 ingrédients qui sont les ingrédients fondamentaux pour qu'il y ait un transfert modal. Ce qu'on appelle le transfert modal, c'est des gens qui sortent de l'auto pour aller prendre le transport collectif. C'est une partie. Une partie de la recette. Parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas une recette, mais c'est une partie, c'est des ingrédients qui aident beaucoup. Oui, exactement. Tu es là depuis le début du projet, tu as fait pas mal toutes les rencontres publiques, on a rencontré des milliers de personnes, il y avait un réel enthousiasme, mais il y avait aussi des préoccupations, il y avait aussi des critiques. Je voulais savoir, comment tu as vécu cette période-là où on a rencontré beaucoup de gens puis on a fait face à ce lot-là de préoccupations aussi? Je pense, Jean-Vincent, qu'une des clés, c'est d'être le plus transparent possible avec les gens. Les gens qui viennent là, c'est parce qu'ils ont un intérêt réel sur le projet, soit parce qu'ils sont d'accord, soit parce qu'ils sont pas d'accord. Donc, ils viennent émettre leur point de vue, ils viennent émettre un jugement, ils viennent émettre des préoccupations. Je pense que quand on essaye, de manière la plus professionnelle possible, de répondre à leurs questionnements de la manière la plus juste et vraie possible dans le contexte dans lequel on est, ça permet d'établir un dialogue. Et ce dialogue-là, je pense qu'on a réussi à le maintenir tout au long, depuis le premier jour du projet jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, il y a des préoccupations, bien sûr, il y a des perturbations. Mais en même temps, les gens sont très conscients qu'on ne peut pas rester dans un contexte comme on est aujourd'hui, avec les changements climatiques, avec la crise climatique, on ne peut pas garder tout le monde dans les voitures, on ne peut pas continuer à élargir les autoroutes, on ne peut pas continuer à penser que la solution, c'est la voiture, même s'il était électrique. C'est juste pas la solution viable à long terme. Donc, je pense que quand on fait appel à l'intelligence collective et à l'intelligence individuelle, les gens finissent par dire « Ouais, je comprends. C'est plate, là, mais je comprends. Donc, je vais passer à travers la période difficile de construction, de poussière, de bruit, de chantier. Mais waouh, après, une fois que le système est là et qui répond à mon besoin et de manière qui excède même mon besoin, là, on est rendu ailleurs. Mais c'est une période qui n'est pas facile. C'est une période qui n'est pas facile. Je pense que ça prend de l'humilité, ça prend de l'écoute. Ça prend de l'écoute et un dialogue transparent. Denis, j'ai entendu dire que tu avais ton propre opinion sur le nom qu'on aurait pu donner au REM. Donc, pour toi, j'ai été retracer un peu les noms qu'on avait évalués à l'époque. Ah ouais? Donc, je les lis parce que, bon, les gens ne le savent pas, là, mais REM, au départ, c'est un nom temporaire. Ouais. On voulait possiblement le changer. On voulait juste trouver quelque chose là, de temporairement qui nous évitait un immense nom parce que, bon, ça aurait pu être complexe. Donc, l'option numéro 1, c'était le réseau électrique métropolitain, ce qui s'est avéré. Oui. Finalement, on est devenu Express. Oui. On aurait pu s'appeler le réseau automatique métropolitain, le RAM, la ligne métropolitaine Express, le réseau de métro métropolitain. Bon, une chance qu'on ne l'a pas pris celui-là. Le métro électrique métropolitain, lui aussi. Et ça, attention, ça aurait été complexe, le réseau métropolitain de transport électrifié. Donc, on avait plein de choix. On a finalement pris réseau électrique métropolitain, mais toi, avais-tu une opinion sur comment on aurait baptisé le REM? Écoute, oui, d'ailleurs, j'avais proposé des noms aussi. Puis, oui. Hélas, ils n'ont pas été retenus dans la liste, là. Mais je pense qu'on est dans quelque chose un peu hybride entre un métro, un vrai métro au sens très souterrain du terme, très centre-ville. C'est rare que des métros aillent plus loin que le centre-ville. On est dans quelque chose qui est à la limite du réseau RER en France. Tu sais? En France, on appelle ça à Paris, on appelle ça le RER, le réseau express régional, parce qu'il commence à toucher à la région, à la périphérie parisienne. On n'est pas loin de ça. On n'est pas loin de ça. Donc, on aurait pu dire c'est le réseau express régional. Ça peut être ça. On n'est pas loin, d'ailleurs, avec on n'est pas loin. On n'est pas loin. Et je pense que le message derrière le mot REM, c'est oui, on a une vocation de centre-ville, mais on a aussi une vocation régionale. On est en train de redessiner une nouvelle offre de mobilité qui est sans précédent en termes de fréquence, en termes d'amplitude. Quand on est à Sainte-Dorothée, un REM qui passe aux heures de pointe toutes les 10 minutes, c'est quand même... c'est un changement de paradigme qui est absolument extraordinaire. Et c'est ce qu'a permis le RER à Paris. À Paris, quand ils ont construit les lignes de RER, c'est ça que c'est devenu dans ces villes-là qui étaient toutes déjà très populeuses, ce qui est vrai aussi dans la CMM.
On ne va pas dans des endroits où il n'y a personne, on va dans des endroits où il y a déjà beaucoup de monde. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, ont des alternatives qui sont peu nombreuses. Ça se limite souvent par la voiture ou alors par un transport collectif qui nécessite beaucoup de changements, beaucoup de transferts. Mais là, on vient d'amener une solution qui est directe, rapide, fréquente. Ça aurait pu être un RER, mais je suis très content du nom REM. Oui, puis même quand je regarde les autres options, je me dis merci, c'était un bon choix, je pense, REM. Donc, on va poursuivre la discussion sur le REM, mais plus particulièrement du côté de la Rive-Sud avec notre prochain invité. On fait un petit pont musical et on accueille Marie-Hélène Cloutier dans un instant. Parfait. Alors, pour la deuxième partie de l'épisode, on accueille Marie-Hélène Cloutier. Bienvenue, Marie-Hélène. Bonjour, merci de l'invitation. Grand plaisir. Même chose. Bonjour, Denis. Denis, Marie-Hélène, vous vous connaissez bien? Oui, on se connaît bien. Oui. On partage la même passion, en tout cas. Absolument. Du transport collectif. Bien, c'est de ça que je voulais parler, de votre passion commune. En plus, les deux, vous avez travaillé chez Keolis. Je voulais, d'entrée de jeu, demander une question, parce que vous êtes utilisateur, vous êtes dans le domaine, vous êtes des passionnés. On a eu la pandémie. Là, on est après la pandémie. On commence. Il y a de plus en plus d'utilisateurs du transport collectif qui reviennent, et tant mieux. Comment vous voyez ça, le futur du transport collectif? C'est certain que la pandémie a changé beaucoup de choses. Moi-même, j'ai essayé d'utiliser beaucoup le transport en commun malgré la pandémie pour comprendre ce que les gens vivaient. Les gens ont vu une chute de l'achalandage pendant la pandémie, mais les gens ont continué de se déplacer. Ils se sont juste déplacés différemment. Moi, c'est cette nuance-là que je retiens par rapport à ce qui va nous inspirer pour la suite dans les changements de comportement de déplacement auxquels on doit faire attention. C'est que les gens, en fait, ont des besoins qui sont différents. C'est dans cet esprit-là où on a la chance d'y répondre aujourd'hui à travers des grands projets comme on va discuter. Ouais. Ça, c'est une chance qu'on ne peut pas laisser passer, de vraiment repenser nos réseaux, mais couplé à la pandémie, ça nous donne vraiment l'occasion de venir concrètement comprendre ce que les gens ont de besoin pour se déplacer, mais pas seulement se déplacer vers Montréal, se déplacer également dans leur localité, parce que comme leurs habitudes ont changé, ils se déplacent différemment, mais localement, beaucoup plus qu'ils ne le faisaient avant. Donc, pour moi, c'est une réelle opportunité là, qu'on est en train de vivre. C'est un peu ce que, Denis, tu disais, la notion de déplacement est toujours là. On doit se déplacer, ça fait partie, humainement, ça fait partie de la vie, de se déplacer au travail, les études, la socialisation. Donc ça, c'est là pour rester. C'est là pour rester. Je crois qu'au départ, les gens ont été un peu nerveux de voir une chute de l'achalandage aussi drastique, de voir des fréquences habituelles de 5 jours par semaine pour certains utilisateurs à 1 ou 2. Là, il y a une culture un peu qui s'installe en mode hybride d'environ 2 à 3 fois par semaine. Du moment que tu l'acceptes et que tu comprends que les gens ont changé leurs habitudes, mais ça laisse toute l'opportunité du monde d'essayer de combler d'autres besoins, soit d'attirer des nouveaux utilisateurs, comme on en parlait plus tôt dans l'émission. Je suis 100% d'accord avec toi qu'on a des gens à les convaincre d'utiliser le transport en commun parce que les gens qui l'utilisaient, ils l'ont repris. Mais c'est pour combler ce manque à gagner-là, des gens qui ne sont pas revenus ou qui ont moins de fréquence, bien, c'est l'occasion de leur offrir un cocktail de mobilité qui est complet, qui répond à des nouveaux besoins qui sont différents, des déplacements plus courts, du transport à la demande, qui fait en sorte que cette baisse d'achalandage-là, on peut la combler, mais il faut être à l'écoute pour la combler différemment. Puis je réagirais sur ce que vient de dire Marie-Hélène. Ça va prendre la flexibilité. On parlait tout à l'heure de la voiture qui offre une flexibilité infinie parce que c'est la tienne, puis tu fais ce que tu veux avec. Si on veut faire un transfert modal, un vrai transfert modal, il faut offrir la flexibilité, de la souplesse dans la tarification, dans l'utilisation, dans les modes. Tu parlais du cocktail transport. Il faut que tout ça, ce soit simple. Absolument. On est condamné à aller offrir une flexibilité pour compétitionner l'auto. Sinon, on n'y arrivera pas. Puis ce que je trouve important de souligner, c'est qu'on a parlé du REM, mais le REM, c'est un élément, mais il faut qu'il travaille en complémentarité. Le REM ne pourra pas être un succès si c'est juste sur le REM qu'on met des efforts. Puis c'est là, Marie-Hélène, que Exo a un rôle crucial, c'est que l'arrivée du REM, ça offre un des défis, il faut le dire, c'est des défis quand même d'intégrer un réseau comme ça pour les autobus. Puis ça, ultimement, on cherche des gains. Sur quoi Exo travaille pour justement bien s'arrimer? Quels défis ils font face? Puis ultimement, quels gains on cherche? Bien, premièrement... Exo, en étant l'exploitant des transports collectifs là, dans les couronnes, cette opportunité-là de repenser les réseaux, elle était sur la table à dessin avant même que le projet du REM soit sur la table. Ce que le REM a fait, c'est de nous pousser à repenser, mais dans un esprit vraiment de rabattement pour augmenter la rapidité de déplacement en couronne
et de nous donner aussi une séquence de travail. Parce que de repenser un territoire, on ne fait pas ça du jour au lendemain, ça prend énormément de temps. C'est une chance qui est unique, mais il ne faut pas la rater. Donc, cette opportunité-là que le REM nous donne, c'est une cadence à laquelle nous, on a décidé de se coller. Donc, on a commencé par nos territoires sur la rive sud. Et définitivement, c'est une opportunité pour nous, d'harmoniser nos réseaux, de les revoir pour les rendre en mode de rabattement plus rapide. Donc, c'est certain qu'il y a certains utilisateurs qui étaient habitués d'aller directement au centre-ville avec nos services qui devront passer par la station du REM. Par contre, ils ont un gain en temps. Et à travers cette refonte-là, non seulement on a retravaillé nos réseaux en fonction du REM, on les a harmonisés pour donner plus de fréquences et une plus grande rapidité dans le service, mais on a également bonifié le transport local parce que notre objectif, c'est, oui, de rabattre des gens vers le REM, mais de mieux desservir localement la population nous permet aussi de leur donner la possibilité éventuellement de se rendre vers le REM. Il y a des gens qui n'avaient pas de service localement. Il y a très peu de déplacements est-ouest sur la couronne. Puis toi, Denis, tu as été un des acteurs au tout début qui a tendu la main pour travailler justement avec les opérateurs, entre autres sur la Rive-Sud, parce qu'il fallait penser, revoir, pas juste travailler sur le REM, mais revoir aussi les réseaux. Absolument. Dès les premiers mois, dès que le REM a été annoncé, le principe général, là, on a mis en place un comité qu'on appelait le comité d'intégration des réseaux, où autour de la table, il y avait à l'époque encore, avant qu'Exo existe, tous les CIT, les conseils intermunicipaux de transport, qui étaient les organismes qui s'occupaient du transport collectif dans chacune des MRC, puis chacune des régions, chacune des villes. On les avait tous autour de la table, plus le RTL, évidemment, la STM et la STL. Mais quand Exo est arrivé, quand la refonte a été faite de la gouvernance du transport collectif dans la région, Exo est devenu un interlocuteur de choix parce que tous les réseaux d'Exo allaient tous vers le centre-ville, passaient tous sur le pont Champlain avec des heures et des heures d'autobus, des quantités d'autobus, 450 autobus. Toutes les heures de pointe, c'est 450 autobus qui passent sur le pont Champlain à l'heure de pointe. C'est énorme. Ça vient congestionner tout le secteur de Griffintown, dont on sait qu'il est en requalification, puis en reconstruction, puis en renaissance. On ne peut pas imaginer de continuer sur du long terme, d'avoir autant de centaines d'autobus qui viennent congestionner le terminus du centre-ville ou tout ce secteur-là. Donc, toutes ces heures-là, dès le début, c'était un peu dans l'idée d'Exo, de dire on va reprendre ces heures-là pour les recycler dans un transport bonifié est-ouest, dans les couronnes, ou en tout cas un transport local qui est meilleur que ce qui était avant. On a parlé de refonte du réseau d'autobus. Il y a aussi un travail important auprès de l'usager parce que quand on parle de trajet d'autobus, le REM, c'est une ligne. Tu embarques dans le REM, tu suis un peu le flow, mais les trajets d'autobus, il y en a plusieurs. Oui. C'est quoi tout le travail qui se fait auprès des usagers pour justement préparer le terrain? Plusieurs choses. Repenser nos réseaux de A à Z, c'est pour chaque secteur environ 3 ans. Okay? Donc, 1 an à 2 ans de consultation publique. Donc, vraiment où on va s'asseoir avec les communautés, comprendre leurs besoins, puis après, monter les réseaux, puis les peaufiner. Par la suite, on va passer à la mise en opération. Deuxièmement, les gens, ils vont vivre un changement. Donc, c'est important pour moi, pour tout le monde chez Exo, puis pour les équipes du REM également, de faciliter ce changement-là. Parce qu'on parlait au début de la simplicité de l'utilisation du transport en commun pour bonifier l'utilisation des transports collectif. Si c'est pas simple, les gens vont simplement rester dans leur véhicule. Donc, on va mettre, et on met déjà beaucoup d'efforts, et on va continuer à en mettre, à éduquer les gens sur le nouveau réseau, et coupler à ça beaucoup de formation des conducteurs qui se retrouvent, en fait, à être l'interlocuteur numéro 1 du citoyen, de l'utilisateur du transport. Lorsqu'il a une question, c'est certain qu'on souhaite qu'il appelle au service à la clientèle ou qu'il aille sur le site web pour répondre à ces questions, mais souvent, la facilité fait en sorte que c'est le conducteur qui va être devant lui. Donc, formation avec les conducteurs, énormément de représentation pour s'assurer qu'ils comprennent les bénéfices et surtout qu'ils donnent la bonne information aux clients. Donc, c'est un travail de longue haleine et ça va vraiment être un travail en continu, mais on doit accompagner les gens dans les habitudes, s'assurer qu'ils voient les bénéfices parce qu'il y a quand même des changements. Il y a des gens qui avaient des accès directs. Aujourd'hui, ils vont devoir faire un transfert, donc ils doivent voir le bénéfice de ce changement-là dans leur quotidien. Le REM, Exo, ensemble, donc on traverse une grande période de changement. Si je me projette un instant dans 25 ans, selon vous,
Avec la boule de cristal qu'on a devant nous là, en ce moment, qu'est-ce que ça sera, le REM sur la Rive-Sud, avec tous ces changements-là? Tu veux que je commence? Vas-y. Moi, je pense que ça va être un succès retentissant, tellement important que tout le monde va en vouloir un dans son coin. Ça me fait penser au tramway de Strasbourg, le premier tramway nouvelle génération qui a été construit en Europe dans les années 80. La rue dans laquelle il devait se faire construire, les gens ne voulaient rien savoir à cause des travaux, à cause des chantiers, à cause des problèmes de construction et de transition. Le jour où il a ouvert, ça n'a pas pris 25 ans, le jour où il a ouvert, les rues voisines ont dit « cette valeur ça aurait dû passer chez nous ». Et je suis intimement convaincu qu'on offre là un service sans précédent pour les usagers là, et pour les clients de la Rive-Sud. Ça va être un succès retentissant et pour Exo et pour le REM. Et donc pour le transport collectif, et donc pour la planète. C'est une belle gradation, ça, j'aime ça. Et pour la planète, oui. Je vais ajouter à tes propos du point de vue Exo puis des réseaux que nous, on est en train de repenser. Premièrement, souvent, on dit aux équipes et aux usagers et aux citoyens, malgré tout ce que ça occasionne aujourd'hui, c'est une chance unique. C'est très, très rare que tu as la chance de repenser un réseau à travers l'arrivée de grands projets comme celui du REM. Donc, dans 25 ans, c'est certain que mon souhait, ça soit que ça allait réellement aider à travers la refonte qu'on a fait à bonifier l'utilisation du transport en commun, surtout localement. Ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui m'est cher, parce que oui, les gens veulent rentrer vers Montréal, mais dans la façon dont on est en train de repenser les réseaux, c'est tous les pôles économiques, d'emploi, de services qu'on cherche à desservir mieux. Et autour de l'opportunité du REM vient notre opportunité de repenser ça, puis de se mettre en mode d'innovation aussi, de voir comment est-ce qu'on peut agilement faire du rabattement éventuellement vers la station du REM. Ça nous donne l'opportunité unique de repenser comment les gens vont se déplacer. Et ça, je pense que c'est là où on va le savourer dans 25 ans, de voir est-ce que, justement, comme on l'a anticipé, c'est ce que les gens ont souhaité. Donc, je suis assez convaincue, comme Denis, que c'est une chance à capter et les gens vont devoir le vivre pour se rendre compte de la chance qu'ils ont de pouvoir se transporter différemment. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien, Marie-Hélène, Denis. On a fait un grand bond en arrière. On a fait un immense bond en avant. Clairement, ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment, il y a quelque chose qui se passe d'important, comme vous l'avez dit, d'historique. Merci d'avoir partagé votre parcours à travers le REM et surtout, qu'est-ce qui est en train de se dessiner. Merci. Merci, Jean-Vincent. Merci, Denis. Merci, Marianne. On retrouve Rose, notre conseillère communication numérique, pour conclure l'épisode de Prochaine Station. Aujourd'hui, Rose, on parle de la marque du REM, puis je devrais même pas utiliser le mot marque, parce que derrière tout le travail qui a été fait sur ce symbole-là du REM, ce R-là que tu vas nous parler, il y avait une idée aussi de faire un identifiant de ce réseau-là qui était ni un train, ni un tramway, ni un métro comme on connaît. Donc, tu vas nous expliquer un peu comment tout ça s'est dessiné au sens propre, là, ce fameux R-là, comment il s'est dessiné. Oui, bien, on est parti de rien. En fait, créer une marque, ça veut dire créer un logo, exact, une signature visuelle, un nom aussi. Ouais. REM, c'est l'abréviation du Réseau Express Métropolitain. Quoique ça a déjà été Réseau électrique métropolitain, ça a évolué vers le Express. Exact. Au début, là, en 2016, ça a été électrique. Puis derrière ça, là, il y avait des centaines de noms qu'on regardait. On travaillait avec des agences. On essayait de trouver, là, avant d'annoncer le projet, quelque chose qui soit simple, intuitif, qui n'était pas un long nom, projet XYZ. Puis on n'arrivait pas à trouver quelque chose vraiment qui collait. Donc, on s'est dit, on va garder l'abréviation REM, Réseau électrique métropolitain. Puis on s'est dit, on va voir par la suite peut-être revisiter ce nom-là. Mais finalement, ça a collé. Tu sais, les gens, rapidement, ont commencé à dire REM, le Réseau électrique métropolitain. Mais tu le dis, il y a une petite nuance. C'est qu'une fois qu'on a fait notre pelletée de terre, on s'est fait une permission de passer d'électrique à express. Tu sais pourquoi? Parce qu'électrique, finalement, ça allait de soi. Tu sais, tous les réseaux sont électriques aujourd'hui dans le transport collectif. Mais on se dit express, là, il y a un facteur différenciateur parce que c'est vrai, on veut être rapide. Puis ça, c'est ce que les gens s'attendent. Mais il y a aussi le logo. Puis le logo, il a été aussi réfléchi pas mal. Là. Oui. Bien, en fait, déjà, le R, déjà que ce soit un R, c'est assez distinctif, c'est une lettre.
Puis vous remarquerez que dans le R, il est traversé par une ligne qui représente justement la ligne du réseau. Ouais. En fait, c'est dans les petits détails. Puis il y a aussi le fait que les couleurs ont été choisies pour être assez complémentaires avec celles du métro de Montréal parce que justement, on s'introduit dans un réseau qui est déjà existant. Donc, on voulait être sûr que tout ça s'harmonise bien. Donc, ça a été réfléchi dans ce sens-là aussi. Oui, puis c'est vraiment, j'en parle beaucoup parce que j'ai travaillé là-dessus à l'époque, puis c'est un peu vertigineux faire ça parce que tu développes un logo qui va rester, tu dis, il faut que ça soit bon pour 40, 50, plus années, il faut que ça reste. Puis je me rappelle, à un moment donné, l'agence nous avait présenté une espèce de une diapositive de PowerPoint, puis elle avait mis une centaine de logotypes de métro dans le monde, puis elle avait inséré le REM un peu comme un Où est Charlie pour voir est-ce qu'il se démarque. Puis oui, il se démarquait parce que la plupart du temps, c'est des M pour métro. Puis nous, on voulait jouer sur cette sonorité-là de dire, nous, c'est un logo que tu peux nommer, c'est le R. Même, on se disait peut-être un jour, ça va devenir ça dans le langage courant. Les gens vont pas dire juste je prends le REM, ils vont peut-être dire tout simplement, je prends le R. Puis on aimait bien cette idée-là d'être très familier dans le langage courant puis que ça fasse partie des meubles, comme on dit. Oui, puis moi, je n'étais pas là à l'époque, mais c'est quand même des décisions importantes parce qu'après, nous, en plus, on a un métro qui est en partie à l'extérieur, mais ça fait partie du quotidien des gens. Ça traverse des zones importantes dans la ville. On le voit, le logo est le logo, les couleurs est dans le réseau et sur les voitures, littéralement. Donc, ça avait un impact considérable sur la vision de Montréal. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut être humble parce que, tu sais, nous, on travaille, on a des intentions, on espère, mais au final, le grand test, c'est l'appropriation que les gens se font. Là, je pense au métro de Montréal, les gens disent la ligne bleue, la ligne orange, ça fait partie du langage commun. Donc, le REM, oui, il y a toute une réflexion, toute une projection dans le temps, mais on verra comment les gens se l'approprient. Bien, justement, parlant d'appropriation, on se fait souvent poser la question parce que les gens, ils nous voient des fois avec du matériel promo, qu'on fait c'est à l'interne que ça circule, mais ils se demandent s'ils peuvent se procurer. Entre autres, on avait fait développer des jerseys du REM. OK, du REM. Ça l'a tellement marqué. Oui. Là, nous, notre équipe, quand on était sur le terrain, on se disait, on porte Team REM, l'équipe REM, pardon. Et on avait notre jersey de hockey, puis... Mais moi, là, quand j'ai vu la STM faire sa boutique, ça, je trouvais que c'était un accomplissement incroyable. Quand tu es rendu comme organisation à dire les gens achètent mes produits, c'est parce que tu fais partie, je dirais, de l'histoire. Donc, il y a des chances. On va voir, pourquoi pas. Peut-être, mais là, c'est le temps qui va nous le dire. Là, on commence, on est un petit temps, on va naître dans l'espace public, mais... J'ai l'impression qu'avec le temps, ce symbole-là, ce logo-là, il va tellement faire partie des meubles. Peut-être, on va en arriver là, mais si tu dis que les gens déjà nous posent la question, c'est bon signe. C'est que déjà, les gens se l'approprient. Oui. Merci, Jean-Vincent. C'était intéressant. Merci à toi. Prochaine Station est un balado produit par CDPQ Infra. Si vous avez des questions concernant le REM, visitez notre site web rem.info ou suivez-nous sur les médias sociaux.